Très cher docteur Mukwege et chers compatriotes, comme nous, vous le savez, notre pays va mal. Il va très mal. Et cela ne peut pas laisser les Congolais que nous sommes indifférents. Nous devons laisser place à un nouveau Congo, celui des Congolais debout, unis dans l'effort, des entrepreneurs aguerris, des patriotes engagés, des Congos de l'excellence qui sait exploiter judicieusement toutes les ressources intellectuelles et pratiques de ses enfants. Un Congo de justice qui sait soutenir les initiatives de chaque membre pour conduire à la création de leaders. Très cher docteur Mukwege et chers compatriotes, tous les accroître dans les prochaines années seront rythmés par de grandes mutations sur le plan international qui impliquent de nouvelles orientations. Voilà pourquoi les chefs d'entreprise congolais de France que je représente ici soutiennent l'initiative d'une transition que tous les Congolais appellent de leur vœu. Je vous invite avec empressement à prendre la présidence de cette période intérimaire salutaire pour notre pays. Nous devons, très cher docteur Mukwege, pour cela, le pays va mal, il va très mal. Nous vous lançons l'appel, et l'appel vous est lancé pour que vous preniez l'initiative pour assumer ce à quoi nous attendons vis-à-vis de vous. Je vous remercie. Je vous demande de bien vouloir accueillir pour son passage Olivier Chimanga. Je vous prie, si on peut garder une minute de silence en mémoire de toutes les femmes violées sur notre territoire cher qui est la RDC. Et pour ce faire, je vous prie de vous lever tous, s'il vous plaît. Et les millions de morts. Les millions de morts, merci. Et surtout pour tous ceux qui sont je vous remercie.
l'on se rappelle et qu'on sache les facteurs qui nous ont mis dans cette situation, afin de rétablir la vérité historique et se projeter dans le futur pour rétablir l'ordre et la justice. Quelques décennies après ces événements, nous accédâmes à l'indépendance et les tourments du Congo se ravivèrent pour autant. Sécession du Kasaï et du Katanga, assassinat du Premier ministre, le feu Patrice Emery Lumumba. Après cela, nous connaissons tous la suite. Les prises de pouvoir du général Mobutu, qui, avec l'aide de forces exogènes, s'empara du pouvoir et nous fera vivre 32 années sous son règne, avant que la FDL succède à son pouvoir. Depuis la fin de cette époque et l'arrivée de la FDL, nos tourmenteurs ravivèrent les mêmes mécanismes qui nous avaient empêchés de profiter pleinement de notre indépendance, en créant des guerres incessantes pour le partage et le contrôle de nos matières premières, qui créera l'hécatombe que nous connaissons actuellement, qui est de 6, 8, 10, 12, on ne sait pas de chiffre. Et autant de déplacés, d'enfants orphelins, de personnes mutilées et de femmes violées. Le système actuel, responsable de tout cela, est représenté par Joseph Kabila, que nous savons tous n'est qu'un pion des officines étrangères et des intérêts mafieux qui l'utilisent pour accéder à nos richesses et pour partitionner, partager notre territoire. Cela fait près de 132 ans que notre territoire dénommé République démocratique du Congo existe. Et depuis sa création, les peuples qui y vivent n'ont jamais connu la joie de vivre la paix et de profiter pleinement des richesses et des ressources qui sont les leurs. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'écrire une nouvelle page de notre histoire, qui cette fois-ci ne sera pas dictée de l'extérieur, mais viendra de l'aspiration profonde d'un peuple qui a trop souffert à cause de ses richesses multiples. Sans le savoir, docteur, non, que dis-je, Munganga Mukwege, vous avez fait naître l'espoir auprès de personnes qui avaient perdu tout sens de la vie. Et pour cela, vous devez incarner la renaissance du Congo en devenant la personne qui doit diriger la transition afin de réorganiser les institutions de la RDC et amener la réforme de la mentalité de l'homme et de la femme congolaise. Voilà pourquoi nous autres combattants de la dignité et de l'honneur allons vous soutenir pour que vous deveniez non pas l'homme providentiel, mais l'homme réformateur du système de prédation qui nous administre depuis trop longtemps. Par vos œuvres, vous avez montré que vous êtes un exemple à suivre et d'une noblesse inqualifiable. Dans un pays où les gens tombent facilement dans la corruption, vous avez su résister. Et merveilleusement bien, excusez-moi. Pour cela, Munganga Mukwege, nous serions honorés que vous vous présentiez en tant que président pour
pour la transition du pouvoir en RDC. Car actuellement dans ce pays, il n'y a pas plus honorable que vous dans la respectabilité. Et si vous acceptez de relever ce défi, je sais que vous saurez porter les aspirations du peuple congolais et votre engagement serait un signal fort pour le cœur du continent africain et pour tous nos voisins afin de faire rayonner notre beau pays à travers le monde. Merci à vous très cher Monanga Mukwege. La victoire est certaine. Ingeta! Donc à présent, vous allez pouvoir entendre ce qu'il a partagé avec nous, docteur Denis Mukwege. Voilà, donc le moment est venu de parler à la diaspora ici réunie. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'ai eu l'occasion de prendre parole dans des assemblées de 10 000 personnes, mais je n'ai jamais senti l'émotion que j'ai cet après-midi devant 300 personnes, mais 300 personnes engagées, 300 personnes qui veulent et qui veulent aller dans une même direction. Ça me fait tout à fait bizarre. Et je suis très fier en fait de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans notre communauté. Je sens que nous avons cette volonté de changer notre histoire. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est donc avec solennité, sens de responsabilité et d'engagement profond pour le changement positif de notre pays que nous sommes ici ce soir. Je mesure l'importance de votre appel et j'apprécie votre démarche intellectuelle de forger un nouveau leadership congolais fondé sur la démocratie participative partant de la base vers les sommets et de ces faits en fait contrastant ainsi avec le leadership traditionnel, la démocratie transcendantale imposée au sommet à la base. C'est ce que nous avons toujours vécu, où des gens viennent nous dire « je vais vous diriger ». Votre présence ici aujourd'hui va tout simplement changer la donne et dire que le peuple, la base, peut se doter de ses leaders. Il va de soi que ce nouveau concept de leadership renforce le sens de redevabilité que malheureusement nos dirigeants aujourd'hui ont complètement perdu. Nous votons des députés, ils reviennent voir seulement pour renouveler leur mandat. Et même si nous essayons de les joindre, ils deviennent tellement importants qu'ils n'ont plus rien à faire à la base qui les avait élus. Et vous savez pourquoi? Tout simplement puisque pendant les élections, celui qui paye plus, c'est celui qui est voté. Et une fois qu'il a payé, et que nous, on donne le mandat, le marché est conclu, le marché est fait, il n'y a plus de redevabilité. Je pense que là, nous voulons nous engager tout à fait dans un autre système qui voudrait que nos responsables à tous les niveaux puissent savoir et se rendre compte que on ne peut diriger que lorsque on a l'appui du peuple. Nous sommes particulièrement touchés par cet accueil chaleureux que vous manifestez. Mais nous savons que c'est moins à notre personne que vous manifestez l'intérêt qu'à la cause commune que nous défendons, celle du destin de notre nation, injustement malmenée ces dernières décennies.
Si j'avais accepté d'être parmi vous, c'est simplement parce que nous sommes d'accord sur un point. Et peut-être il n'est pas seul. Et que vous devez souffrir. Puisque tout simplement, nous sommes dans une condition, on nous a placés dans une situation où les étudiants, vous avez soutenu vos frères pour avoir des diplômes, mais ils n'ont pas de travail. On ne peut pas continuer dans ce système. Trop, c'est trop. Cette solidarité, une bonne solidarité, nous souhaitons qu'elle puisse seulement continuer pour une courte période et en fait qu'on puisse créer une solidarité, un modèle durable où nos parents au pays, nos frères, nos sœurs peuvent vivre de leur travail, créer un nouveau climat socio-économique où le travail anoblit, où les gens peuvent reprendre leur dignité puisqu'ils produisent. Nous voulons finalement créer un système de production où il y a l'équité, où la dignité humaine est respectée. Et lorsque vous venez nous voir en Afrique, ce n'est pas pour que nous courions derrière vous, à commander les habits, à manger, payer les frais scolaires, etc. Et je crois que lorsqu'on est fait à un moment, on se fatigue. Et la personne qui reçoit perd aussi sa dignité. Il faut donner à ce peuple la dignité qu'elle mérite. De la diaspora, je crois que nous devons avoir une certaine pédagogie. Nous ne pourrions pas réussir de changer la donne puisque ce que nous vivons, c'est une situation créée. D'abord, nous priver de l'éducation. Aujourd'hui, je crois que notre pays, j'ai examiné des médecins qui terminaient. J'étais dans des jurys où j'ai rencontré des médecins qui sont à la fin de leurs études et ils ont toute la difficulté du monde de s'exprimer en français. L'éducation a été complètement détruite. Quand je suis arrivé ici en France, je me rappelle très bien, le médecin qui venait du Congo était très respecté. Très respecté puisque la formation permettait à ces médecins de pouvoir répondre à la demande. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à ce niveau? Non. On a détruit notre système éducatif. La deuxième chose qu'on a pu utiliser, c'est en fait paupériser la population. Et lorsque la population est paupérisée, qu'est-ce qui arrive? À chaque fois quand elle reçoit de son oppresseur, on se met à genoux et on applaudit. Parce que tout simplement, en fait, on ne connaît pas ses droits. Avec la paupérisation, aujourd'hui nous vivons dans la corruption, que moi j'appelle un cancer dans une société. Et les jeunes à Kinshasa m'ont posé la question, quel est le conseil que vous pouvez nous donner? Je leur avais dit, il y a un seul conseil, apprenez à dire non. Si vous arrivez à savoir dire non, dans un plein peut-être que vous allez être exclu. Mais savoir dire non, ça veut dire que vous avez votre personnalité, vous avez votre dignité, vous avez la conviction, vous avez la vision, vous savez là où vous allez, on ne peut pas vous détourner comme on veut. Et si nous créons une jeunesse, nous inculquons ça à notre jeunesse, ça sera le début du changement. Et donc je disais que nous devons absolument avoir une pédagogie par rapport à ce que nous allons faire. Qu'est-ce que les autres diasporas ont fait pour changer leur histoire? Je disais sur la Corée du Sud, et j'avais visité ces pays, qui m'a beaucoup impressionné. Le niveau d'intégrité morale, je crois que vous avez suivi leur présidente qui a été relevée de ses fonctions, tout simplement
puisqu'en fait, elle a entretenu une amitié avec quelqu'un qui était corrompu. Un niveau d'intégrité morale très très élevé. Et je crois que ce que j'ai appris, la Corée en 1960, ils ont essayé l'expérience où la diaspora et les gouvernements ont essayé de venir ensemble et ils ont voulu transformer leur économie en industrialisant leur économie et ils ont utilisé un slogan que nous aussi nous pouvons aujourd'hui adopter. Nous pouvons bien vivre, nous aussi. Et avec ces slogans, les Coréens, qui à cette époque-là avaient une balance déficitaire dans les années 61, ils ont essayé par appeler leur diaspora qui était au Japon, travailler avec leur diaspora qui était au Japon, et aujourd'hui, de la balance déficitaire, la Corée du Sud a une balance excédentaire de plus de 40 milliards de dollars. Je pense que cette diaspora, elle avait fait une connexion avec le pouvoir en place. Ils ont réfléchi ensemble, puisque tout simplement, lorsqu'on est dans la diaspora, on a une autre façon de voir. Lorsque vous êtes en difficulté, vous restez à tourner à rond, je ne sais pas quoi faire, mon Dieu, je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas m'en sortir. Vous avez besoin de quelqu'un de l'extérieur pour vous dire la direction, il faut prendre la gauche. Et nous, au Congo, nous avons besoin de vous. Nous sommes en train de tourner à rond. Vous pouvez nous aider à trouver la bonne direction. En Inde, j'étais dans un hôpital où il y avait plus de 3500 médecins, inimaginable. Et j'ai vu, ils étaient en train d'opérer. Si vous voulez apprendre à faire une intervention, en Inde, vous pouvez faire la cataracte, vous pouvez faire 150, donc on met 10 lits comme ça, il y a, le médecin passe d'un lit à un autre. 150 opérations de 4 h du matin à 21 h. J'étais intéressé, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays. En fait, je me suis rendu compte que les professeurs qui opéraient, avec qui on opérait, ils étaient presque tous des professeurs aussi aux États-Unis, en Angleterre, et même ils faisaient venir de malades des États-Unis qui ne pouvaient pas payer le coût aux États-Unis, venaient se faire opérer en Inde. Mais au même moment qu'ils sont en train de faire développer la médecine aux États-Unis et en Angleterre, mais ils donnent 3 mois à leur pays. Et je crois qu'ici, c'est un exemple. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Inde? En Inde aussi, le pays a mis quand même à la disposition de la diaspora un fonds important. Et à chaque fois quand un citoyen vivant à l'extérieur avait un projet intéressant et qui voulait financer ces projets, il pouvait s'adresser à ces fonds. Et là, vous comprenez très bien cette symbiose entre la diaspora et le gouvernement qui arrive aujourd'hui, c'est que l'Inde est en train d'impressionner, pas seulement sur le plan médical, mais également sur le plan technologique. C'est puisque la diaspora et le pouvoir en place se sont mis ensemble pour essayer de regarder dans la même direction. En Chine, ils ont procédé plutôt par l'importation de la technologie. Et par cette importation de la technologie, nous savons ce que la Chine est devenue. À Kinshasa, j'avais dit à mes collègues, quand je suis arrivé ici dans les années 80, j'arrive à l'immigration, je présente mon passeport congolais. Le monsieur qui était là, il a regardé, Zahir, il a dit, comment ça va mon bout, tout c'est comment ça va? J'ai dit, il va très bien. Il a mis les seaux,
je suis passé sans problème. Dans les années 2000, je venais à Paris avec un malade. J'arrive à l'immigration. À cette époque-là, je peux vous dire, les Chinois n'entraient pas ici comme ils étaient. Les plus anciens de ça. Les Chinois, ils étaient dans les caves, ici à Paris. Et on ne les laissait pas entrer. Donc moi, je pouvais passer, puisque j'étais comme Zaïrois, Mobutu Sese Seko. Et tous les Chinois, on les disait, allez d'abord à côté, on va vérifier pour savoir qu'est-ce que vous venez faire. À cette époque-là, le Congolais ne pouvait pas envier. Il pouvait venir chercher la connaissance ici, mais la vie était chez nous. Quand je suis revenu dans les années 2000, avec un malade, tout le monde dans l'avion savait que j'étais médecin. J'arrive, donc on nous a fait sortir avant pour évacuer ces malades qu'il fallait assez rapidement évacuer. Et cette fois-ci, je présente mon passeport congolais. Et le monsieur me dit, monsieur, est-ce que vous pouvez attendre? Là, il a regardé. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez attendre? On va vérifier après. J'ai regardé, je m'étais dit, l'histoire a changé. Chers amis, chers compatriotes, nous pouvons changer notre histoire. C'est une responsabilité de changer cette histoire. Et pour ce faire, nous avons besoin d'arrêter de vivre le pessimisme. Nous devons arrêter de vivre le Congo-pessimisme et penser qu'il n'y a plus rien à faire. Le défaitisme. Et je voulais vous dire ici qu'on ne peut pas construire le futur si on ne regarde pas le passé. Aujourd'hui, nos enfants ont l'impression que les Congolais, c'est celui qui combat. Et même quand on gagne maintenant un match de football, c'est tout le pays qui est animal, puisque tout simplement, nous avions oublié que nous sommes capables de gagner. Chers amis, nous, Congolais, nous avons un problème que nous devons absolument éviter de toujours continuer à dire pays riche, mais pauvres. Ça, il faut absolument que nous puissions nous dire, ça peut changer. Nous avons la capacité de changer notre histoire. À chaque fois quand le monde avait besoin, avait de gros problèmes, le Congo a toujours répondu présent. Vous savez, le patriote qui était ici, il nous a dit que le monde, la première, en fait, le premier génocide, même si je peux le dire ainsi, c'était passé avec les caoutchoucs. Le monde avait besoin de véhicules rapides. Et pour qu'un véhicule rapide soit rapide, ils se sont rendus compte que c'est beaucoup plus le contact sol et roues qui rendait le véhicule plus rapide. Et la solution, c'était le caoutchouc. À ce moment-là, notre pays a donné une solution qui a révolutionné l'usine de l'automobile. Mais nous avons fait cette révolution et nous avons payé de notre vie, mais les Congolais étaient absents. Chers compatriotes, alors que la guerre mondiale, on est à un niveau où même les Américains sont dépassés, la technologie japonaise met l'armée américaine en difficulté. C'est avec l'uranium congolais qu'on a fabriqué la première bombe mondiale. Malheureusement, ça a tué des gens, mais ça a pu arrêter. Les gens se sont rendus compte de la folie humaine et ça a arrêté la Deuxième Guerre mondiale. Le Congo a résolu le problème, mais les Congolais ont été absents. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, nous sommes dans la révolution technologique et on nous dit que sans
les tantalium, on ne peut pas faire tous ces gadgets que nous utilisons et qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Le monde avait besoin d'une nouvelle technologie électronique. Le Congo a répondu présent. Les Congolais a répondu absent. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes dans une situation que nous devons absolument nous interroger. Nous sommes dans une situation où nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons et comment nous allons progresser. Ne perdons pas l'espoir. Nous avons la capacité de résoudre, de répondre aux questions que le monde pose. Je pèse mes mots. Mais il ne faudrait pas que le Congo puisse répondre sans que les Congolais soient présents. Vous savez ce qui nous guette aujourd'hui? Le monde vit à crédit. Le 2 août dernier, depuis le 2 août dernier, sur le plan écologique, on consomme à crédit. Et ça, c'est un grave problème. Je pense que tout Congolais devrait se poser la question de savoir si tout le monde consomme sans se rendre compte et que notre pays constitue la réserve la plus importante. Est-ce que demain, nous n'allons pas encore répondre absent quand les autres seront en train d'exploiter notre pays? Par rapport au futur, à la génération future, je voudrais quand même que nous puissions porter notre réflexion un peu plus loin pour se poser cette question. Le combat que nous allons avoir, peut-être que ça ne sera plus des tantalium, c'est peut-être qu'on aura déjà fait suffisamment de réserves, mais ça sera de l'eau, ça sera notre forêt équatoriale. Chers amis, nous devons anticiper. Et on ne peut pas anticiper si on est dirigé sans vision. Il faut anticiper le problème. Si vous aviez lu Al Gore, vous aviez vu qu'il s'interrogeait par rapport aux achats inconsidérés des terres arabes de la République démocratique du Congo. Et il s'est posé la question, pourquoi on laisse les Chinois tout acheter et les Américains, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Si les autres se posent des questions sur nos ressources, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? On parle de 10 millions du caoutchouc. Aujourd'hui, on ne sait pas combien du coltan et combien vont mourir pour les terres arables, pour l'eau, pour la forêt. Gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas prévoir si on n'a pas une vision. Chers compatriotes, ce n'est pas que nous avons seulement des ressources matérielles, mais nous avons également des ressources humaines. Et quant aux ressources naturelles, un de nos compatriotes qui est professeur de génie mécanique à Washington, peut-être que vous connaissez le docteur Tongele Tongele, il était formel, il a dit le Congo peut produire tout ce que nous connaissons ici-bas. Les avions, la voiture, les produits électroménagers, les ordinateurs et j'en passe. Parce que toutes les matières qu'on utilise pour produire ces choses-là viennent en partie ou existent au Congo. Et ça, c'est dans son livre « Dans les chemins de la Renaissance, techno-socio-économique en RDC et en Afrique ». Nous avons des ressources
des ressources naturelles incommensurables. Mais également, nous avons des ressources humaines. Vous ne vous rendez pas compte. On n'a même pas une base de données pour savoir où sont les Congolais qui ont les savoirs. Comment on peut se projeter dans le futur? Alors que j'étais chez moi, j'ai eu une lettre d'un compatriote qui est professeur à MIT, à Boston, professeur Bélé. Et j'ai regardé 2 fois, je suis même allé à l'internet pour me dire, est-ce que je vois bien? MIT, c'est les tops des tops. C'est le top des sciences. C'est là où est sorti l'IBM, tout ce que vous pouvez avoir comme la haute technologie américaine, c'est là. Et il y a un Congolais qui est là. Mais combien de Congolais le connaissent? Combien de Congolais le connaissent? Chers compatriotes, je sais que vous tous ici, vous avez des diplômes universitaires, vous avez des compétences, vous avez les savoir-faire, mais ces savoir-faire, malheureusement, à cause de la structure de notre pays, ces savoir-faire ne nous profitent pas. Il est temps que nous ayons notre base de données, de savoir qui est où, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut apporter. La diaspora, elle est la seule qui peut encore donner vie à notre pays. Nous qui sommes là. Nous qui sommes là, nous n'avons même pas de communication. Quand vous envoyez à quelqu'un un message internet, un film, je ne sais pas, YouTube, vous pensez que nous sommes capables de les ouvrir? Malheureusement. On nous prive l'information. Je vous ai dit que l'éducation est telle que, pour que nous restions dans cette situation d'ignorance. Mais vous ici, vous avez l'information, vous avez l'éducation, vous avez les savoirs. Donc, vous pouvez transformer, vous pouvez aider à transformer notre pays. Je vais terminer, chers compatriotes, mais je voulais juste vous dire, arrêtons de nous sous-estimer. Arrêtons de... Ne restons pas à notre défaite récente. Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que nous sommes battus contre l'armée italienne de Mussolini et nous avions gagné, nous avions fait des prisonniers italiens. Pardon? Je voulais y arriver, puisqu'on ne nous enseigne pas suffisamment à Sosa, Gambela, Sandoa, ça vient. C'est des victoires que nous avons gagnées. Nous savons nous battre. Nous sommes capables d'assurer la souveraineté nationale. Les gens peuvent ignorer. Les Allemands, nous les avons repoussés. Du Rwanda, Burundi, Tanzanie. Et nous avons gagné la victoire. C'est pour ça que nous avons des quartiers qui s'appellent Tabora. Nous sommes capables. Plus récemment, alors que Kadhafi voulait annexer la bande d'Aouzou, qui l'a arrêté? C'est des Congolais. Nous avons soutenu le Tchad à cette époque et nous avions arrêté la progression de la Libye. Nous sommes dans une passe difficile aujourd'hui, mais ce n'est pas ça notre histoire. Et récemment, en 1990, alors que FPR progressait
laissé sur le Rwanda en venant de l'Ouganda. Le général Mayele les a tenus à la frontière pendant 4 ans. Vous le savez. Alors pourquoi nous courbons les chines? Nous sommes capables, nous ne pouvons pas continuer à vivre sur la défaite. L'heure est venue de faire des choix, mais des bons choix pour préparer notre pays et bâtir un Congo meilleur. Certes, notre route est semée d'embûches. Les défis auxquels le peuple congolais devra faire face sont nombreux, profonds, réels et sérieux. Et nous pourrons être levés qu'avec tout simplement notre labeur. Nous devons savoir qu'il n'y a personne qui va nous donner la liberté. Ça ne se donne pas. Ça va. Il faut avoir l'esprit de sacrifice. Nous ne pouvons pas penser que les autres vont faire et nous viendrons jouir. Ça ne se fait pas. Ingeta. Ingeta. Chacun à son niveau, aujourd'hui, doit se poser cette question. Qu'est-ce que moi je peux faire? Quel est le sacrifice que je peux donner? Et je crois que si nous arrivons à faire ça, notre liberté est à notre portée. Face à la souffrance du peuple congolais, vous avez choisi de bousculer l'ordre établi qui malheureusement nous a imposé. Et c'est seulement lorsque nous allons bousculer cet ordre établi où les gens qui nous disent « Vous n'avez personne, vous n'êtes pas capable, est-ce que le Congo s'en sortira ?» Ils seront surpris et ils viendront se mettre, ils viendront négocier. On ne peut pas vous retirer la vie si. Chers compatriotes, chers diaspora, vous avez choisi de sortir le peuple de sa léthargie. Vous avez choisi de vaincre la peur pour l'espoir et l'unité nationale. Notre sœur Ngango a dit ici, je crois qu'elle a dit Nyakaboa. C'est ça. Nous devons écraser la peur. Nous avons l'impression que, en fait, les autres vont mourir et nous viendrons hériter. Ça ne viendra pas. C'est ce sursaut patriotique qui me conduit à être devant vous aujourd'hui, afin que tous ensemble, nous réaffirmons notre volonté de choisir une autre voie pour bâtir ce Congo plus beau qu'avant et plus fort tel que nos pères de l'indépendance ont recommandé de faire. Pour les générations à venir, pour nos enfants, nous avons l'obligation de respecter cet héritage. On sera malheureux si demain nos enfants deviennent des apatrides. C'est un projet, mais c'est nous qui devons dire non. Nous devons avec force réaffirmer la grandeur de notre nation, de notre Congo, et retrouver en fait notre dignité et notre fierté. Chers compatriotes de la diaspora, il y a un parmi vous ici qui me disait toujours le destin du Congo, c'est d'être grand. Et j'y crois. Est-ce que vous y croyez? Oui. Alors, les Congolais, devons transformer. Oui, je mesure la profondeur de votre soif de réinventer une nation congolaise nouvelle, une nation forte. Oui, je mesure également votre désir de donner une âme, un corps à notre nation. Mais cette âme et ce corps ne sont rien d'autre que notre unité nationale
d'où nous puisons notre force et notre combativité. Qu'on ne se fasse pas d'illusions. Aujourd'hui, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, notre pays, Congo, réveillez Congo, notre pays, Congo, réveillez Congo, que notre soleil nous assurerons ta grandeur. Notre sœur a posé. Madame, quand la guerre a commencé, peut-être que pour la petite histoire, elle a commencé dans l'hôpital que j'ai dirigé. 33 personnes ont été tuées, dont mes malades et mes collègues qui étaient sous ma responsabilité. Je ne connais pas vous êtes dans quel secteur, mais la vocation du médecin, c'est de sauver la vie. Et quand on vous arrache un malade que vous aviez opéré, vous aviez pris le temps de le soigner, et qu'on le tue à bout portant, dans son lit, je peux vous dire que ça m'a pris 2 ans avant que je reprenne le bistouri. C'était tellement dur. Des femmes que j'avais prises à Bukavu, je les amène à l'Emera, je les avais consultées à Bukavu, je les amène à l'Emera pour les opérer, là où je travaille comme médecin. Je les avais opérés le mardi, mon jour opératoire, et les samedis à dimanche, ils ont été tués dans leur lit. Ça m'a pris 2 ans pour me ressaisir. Les agents que j'avais demandé, on ne quitte pas l'hôpital, puisque la mission d'un médecin, du corps médical, c'est de protéger. Et je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que quelqu'un pouvait venir dans un hôpital pour tuer les malades dans le lit. Mes collègues ont été tués. Et donc, ça, c'est une responsabilité que vous portez toute votre vie. J'avais rencontré à cette époque l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Je me suis plaint. Il a pris des notes. Nous condamnons, nous réaffirmons. Il ne s'est rien passé. Madame, en 98 ans, je commence un autre hôpital, sous tente. Tous les matériels, y compris les tentes, tout a été détruit. Depuis cette période, jusqu'en 2012, le 25 octobre, j'avais échappé à 5 attentats. Et là, le 25 octobre, alors que j'étais à New York pour aller faire un plaidoyer, je reviens, mes filles étaient prises en otage, j'entre chez moi, mon ami qui a voulu quand le monsieur voulait tirer sur moi, le monsieur qui m'a protégé, celui qui a pris la balle, nous sommes tombés, nous deux, et en fait, couverts du sang, ils sont partis.
Malheureusement, il y avait au moins 6 balles tirées, mais mon ami l'a attrapé une balle qui est partie donc de sa tempe et sortie de l'autre côté. Il est décédé immédiatement. Vous comprenez la peine, madame. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes 20 ans avec lui. On va tirer sur vous, il plonge, et c'est lui qui prend la balle à votre place, père de 6 enfants. Je crois que nous devons absolument peser nos mots. Si vous pensez qu'un bourreau comme ça peut être votre protecteur, alors vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, je suis sous la protection des Nations Unies. Je l'ai dit dans mon introduction, c'est grâce à vos pétitions. Vous avez fait un effort pour réclamer ce qui est des droits. Et je peux me poser la question à votre place, pourquoi on ne veut pas que j'ai ces gardes des Nations Unies? Au mois de mai, un collègue que j'avais envoyé en formation ici, il était à Orléans. Ceux qui étaient à Orléans le connaissent. Et il a dit, papa, je vais vous imiter. Même si c'est difficile, je vais vous imiter. Il est venu, il a commencé à travailler. Et au mois de mai, il a été assassiné. Chers compatriotes, soyons sérieux. Parce que je pense que l'ennemi essaie de nous infiltrer même notre façon de penser. Et je pense que lorsqu'on commence à penser, en fait, à créer de l'imagination, on arrive à une situation où on banalise tout. On a l'impression que tout est normal. Nous vivons dans des conditions difficiles et nous avons besoin de votre voix. Si vous vous taisez, nous là, nous disparaissons. Si vous parlez, le pasteur qui a commencé, il a utilisé une expression, l'utopie en action. Et je crois que on ne fait pas la politique en public, n'est-ce pas? Hein? Les stratégies, ce n'est pas dans un stade qu'on donne les stratégies. Mais l'utopie, il a parlé de l'utopie en action. Vous voulez une transition. Il faudrait que nous soyons capables d'abord de faire en sorte que ceux qui sont là acceptent de partir. On ne peut pas continuer à maintenir une utopie qui n'a pas d'action. Soyons réalistes. On peut nous endormir dans l'utopie des dialogues en dialogue, des discussions en discussion. Et, chers amis, on ne va pas s'en sortir avec ça. Soyons réalistes. Sachons d'abord, la Constitution prévoyait que les élections devraient se tenir en décembre 2016. Aujourd'hui, il y a une violation grave de la Constitution, que nous sommes en train de terminer la première année. Et le papier qu'on a signé dans les dialogues, ce sont des papiers. La Constitution, c'est un contrat entre le peuple et le pouvoir. Et vous voyez quelqu'un qui ne se gêne pas de balancer toute une constitution. Vous le voyez respecter les papiers qu'il a signés avec lui. En action. Soyons réalistes. Parce que je pense que si nous continuons dans cette idée de la transition sans Kabila, et il est là, et ce mot éperdument, puisque lui sait comment il continue
son pouvoir et nous parlons. Arrêtons. Si on parle de la transition, il faut qu'il y ait un vide et que de ce vide, on dise maintenant nous commençons une transition. La diaspora est considérée comme ennemie. Et comment on peut construire avec cette diaspora? Madame, il faut faire les choses step by step. Et je crois que le mouvement que vous avez commencé, il ne faudrait pas que ces mouvements faiblissent. En aucun cas. Vous avez la responsabilité de transmettre cette volonté au pays. Vous devez amener ces flambeaux au pays. Faire comprendre que nous avons besoin d'un changement positif de notre système. Et je crois que c'est seulement, puisqu'aujourd'hui, comment on peut faire appel à la diaspora? Aujourd'hui, on peut vous appeler par rapport à vos idées. Aujourd'hui, on peut vous appeler, puisqu'à chaque fois quand vous envoyez 100 €, 1000 $, ou je ne sais pas, au Congo, vous avez une influence très importante sur les personnes que vous nourrissez, que vous soignez, à qui vous payez l'éducation. Transmettez le flambeau et vous pouvez le faire, vous tous ici, vous avez la responsabilité de ne pas jamais, donc de faire tout pour que ces mouvements que vous commencez dans la diaspora puissent être aussi une réalité au pays. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Et si ça devient une réalité, madame, ça sera la diaspora qui va reconstruire. Moi, je vous dis, vous pouvez chercher plein de compétences chez nous. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et ceci nous amène à répondre à la troisième question. En fait, qui fait les affaires au Congo aujourd'hui? Moi, quand je vois, même à Kinshasa, les Congolais ne font plus des affaires. Vous avez deux possibilités. Ou vous êtes étranger, ou alors vous êtes du pouvoir. Mais si vous n'êtes pas dans ces deux camps, les résultats c'est quoi? Vous avez des taxes, des tracasseries. Et aujourd'hui, moi quand je vois dans des villes où je visite, on n'a plus des hommes riches qu'on avait à l'époque. Les Congolais, il faut, s'il a de l'argent, posez-lui la question. Quelle est l'origine de votre richesse? Beaucoup ne peuvent pas vous dire, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont rien, mais ils sont en train d'acheter des immeubles de 2 millions, 3 millions. Et pourquoi? Puisque tout simplement, moi j'ai l'impression que le système empêche un Congolais qui veut s'installer, qui veut faire une entreprise, de pouvoir travailler. Et dans ce contexte-là, comment vous pouvez faire un service privé? Mais moi je vous dis, nous avons besoin de changer les choses. L'état actuel des choses, c'est tout simplement un mirage. Même ceux qui ont de l'argent, je les regarde et je rigole. Parce que vous avez de l'argent, vous n'avez jamais travaillé pour avoir cet argent. Ça va s'évaporer, tout simplement. L'argent, c'est un symbole. Ce n'est pas une richesse. Moi, ça ne m'impressionne pas. C'est un symbole. C'est le travail. Lorsque quelqu'un te dit, j'ai créé une entreprise qui fabrique tel type de machine, ça c'est une intelligence et c'est une richesse énorme. Mais des gens qui ont l'argent, il suffit que les régimes changent. Aujourd'hui, ils ont même du mal à mettre cet argent dans des banques ici. On le voit en train d'acheter tout. Ils achètent, en fait, tout ce qui est vendable est acheté par les mêmes personnes. Ça fait rigoler. Puisque s'ils pouvaient comprendre que la richesse, c'est l'investissement dans l'intelligence, dans les personnes, etc., je crois qu'on pouvait très rapidement développer un secteur privé qui est porteur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible.
Absolument. Absolument. Si nous ne pouvons pas décider de notre avenir, si ce sont les autres qui décident de notre destin, comment pouvons-nous dire que nous sommes un peuple souverain? Je crois que j'ai beaucoup d'interrogations. État des droits, souveraineté. Moi, je pense que lorsque vous voyez des gens, nous aimons bien les étrangers chez nous, mais ils doivent nous respecter. Et nous, nous devons les respecter. Le contraire, ça ne marche pas. Puisqu'aujourd'hui, nous avons déjà à Kinshasa qui vous disent « Naoko Bomayo ». Et ils vous disent ça. Et vous devez faire comme ça. Puisque bon, ben voilà. Hein, si vous insistez, il appelle au téléphone et c'est lui qui vous répond. C'est quelle honte. Est-ce que nous sommes chez nous? La société civile de Shabunda, ou si vous aviez lu le rapport de Global Witness, il y a des Chinois qui ont installé leur usine, en fait ils exploitent de l'or, presque 8 millions de dollars je crois, chaque année. Ils avaient tué la population locale. C'était sorti dans les journaux. Et ils sont venus me voir. Mais ces gens-là ont dit aux gens de la société civile, même vous pouvez subir le même sort. Vous êtes chez vous. Et quelqu'un qui vous dit ça, c'est une entreprise qui ne paye pas d'impôts, une entreprise qui n'est pas même enregistrée dans votre pays. Monsieur parlait d'un état de droit. Dans ces conditions, je crois qu'on est loin de ce qu'on peut appeler l'état de droit. Bref, je crois que j'ai répondu aux 5 questions, puisque j'avais commencé par la première question. Docteur Denis, s'il vous plaît, je vais peut-être à ce stade essayer de parler. Tu es notre collègue défenseur des droits de l'homme. Tu sais d'où nous venons et ce que nous avons fait lorsque vous avez été attaqué à Banzi avec la FIDH. On a orienté des acteurs, des décideurs vers vous, vers l'Est du pays. Et, chers compatriotes, laissez-moi vous dire que notre pays est un enjeu de taille qui parfois nous dépasse puisque nous sommes désorganisés. Voilà pourquoi, si vous voulez que les docteurs Denis Mukwege devienne celui-là qui pourrait apporter ce changement-là, il va falloir que nous puissions nous organiser et être stratèges. Ici, vous lui posez des questions qui demain, peut-être, feront que ceux-là qu'il dénonce et les autres puissent ouvrir, je ne sais pas, une guerre terrible. Voilà pourquoi tout est dit, tout est fait. Voilà, il vous a dit par exemple, qu'est-ce que nous devons faire maintenant?